Le délai légal de 48 heures de garde à vue pour les deux membres du mouvement Gen Z, arrêtés le 13 avril, est désormais expiré conformément à la législation en vigueur, notamment le Code de procédure pénale. Les familles des deux concernés sont inquiètes face au manque de clarté concernant les charges retenues contre leurs proches. La seule information disponible est que la police mène actuellement une enquête approfondie sans qu'aucune communication officielle ne puisse être faite pour le moment. Dina et Mur ont été entendus à la BC à Anous le 13 avril, conformément aux procédures légales encadrant les enquêtes, selon le rapport de la police communiqué aujourd'hui à Anous. Ils ont ensuite été libérés après leur audition et attendent désormais la suite de la procédure. En revanche, Irzou et Noumen sont encore auditionnés à la BC. Seront-ils accusés d'atteinte à la sûreté de l'État ou de tentative de coup d'État, comme dans des scénarios déjà vus maintes fois pour justifier la prolongation de leur détention ? Par ailleurs, des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant des blessures subies par ces leaders du mouvement Gen Z ont également suscité des débats. La police a toutefois affirmé qu'aucune violence ni intimidation n'a été utilisée lors des interrogatoires. Ainsi, les observateurs ne peuvent que se contenter des informations qui leur sont communiquées sans avoir accès à ce qui se passe en coulisses. Ils attendent donc le prochain épisode de ce qui s'apparente à une série en cours. 4 jeunes de la génération Z ont été placés en garde à vue à la brigade criminelle à la suite de l'appel à une manifestation à la place du 13 mai le 10 avril dernier, parmi lesquels Irzou et Noumen. Lors de leur audition, les droits de la défense n'ont pas été respectés selon leur avocat, qui dénonce des interrogatoires menés sans attendre sa présence. L'avocat souligne également qu'ils n'ont pas encore eu accès aux détails du dossier concernant cette affaire. Il indique qu'une demande sera adressée aux forces de l'ordre en charge de l'enquête. Par ailleurs, l'un des jeunes arrêtés, Noumen, aurait été blessé. Ce dernier est issu de l'Organisation de la défense des droits de l'homme et a été arrêté en même temps que l'épouse de l'un des jeunes Gen Z. Cette dernière n'aurait pourtant pas été présente lors de la manifestation. Les arrestations de jeunes se multiplient ces derniers temps et la liberté d'expression est restreinte selon la déclaration de la société civile. Le manque de communication claire de la part des autorités suscite également inquiétude et peur au sein de la population. La société civile dénonce par ailleurs des méthodes d'enquête marquées par des menaces et des pressions morales exercées sur certains de ses membres. La société civile demande l'arrêt des arrestations illégales, le respect de l'indépendance de la justice. Le respect des droits fondamentaux et la préservation de l'intérêt général permettent d'éviter les divisions dans ce contexte sensible, souligne la société civile. Actuellement, environ 2500 étudiants diplômés de l'IFIRP ou Institut de formation interrégionale des paramédicaux sont sans emploi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore intégrés dans la fonction publique d'après leur déclaration. Ils affirment qu'un accord avait été conclu entre les diplômés de l'IFIRP et le ministère de la Santé publique, mais que celui-ci n'a pas encore été respecté. L'IFIRP reconnaît l'existence de 500 postes budgétaires disponibles, mais sans précision claire sur les bénéficiaires. Par ailleurs, les paramédicaux diplômés de l'IFIRP Antananarivo estiment que les rencontres avec les différents responsables n'ont pas été satisfaisantes. Leur démarche constitue ainsi un appel d'alerte réclamant l'augmentation des postes budgétaires et l'ouverture de véritables négociations à ce sujet. Ils donnent une semaine aux autorités pour réagir. À défaut, ils passeront à une manifestation dans la rue, selon leurs explications. En outre, au-delà d'Antananarivo, les IFIRP des autres régions ont également déjà mené des actions similaires. Colère et tension, barricades avec des bacs à ordures, incendie d'ordures, circulation complètement paralysée, tel est le visage de la manifestation des vendeurs ambulants sous le pont de Beorirque ce matin. Ce sont surtout les marchands du matin qui ont exprimé leur mécontentement face à cette interdiction de vendre. Selon les marchands aux alentours, des horaires avaient été fixés pour leur activité, notamment de 6h30 à 8h. Mais ils affirment que ces accords ne sont pas respectés par la commune et qu'aucune information ni justification claire ne leur a été donnée concernant leur expulsion.
De plus, selon les dires de ces vendeurs, ils ont été dès le petit matin en pleine installation de leurs marchandises et ces dernières ont été emportées par les responsables au sein de la commune. Les vendeurs dénoncent également une pratique récurrente des responsables communaux consistant à les expulser de cette manière alors même qu'ils paient des tickets réglementaires dont le montant reste flou. D'après Boud, vendeuse de chaussures, des fois ils leur font payer 200 ariars ou encore 500 ariars, allant jusqu'à 1000 ariars quotidiennement. Les vendeurs ambulants de Béoric affirment aussi être victimes de pressions quasi quotidiennes malgré le paiement de ces tickets. Ils évoquent des menaces d'interdiction de vendre, la confiscation de leurs marchandises en cas de non-paiement de la part de certains responsables. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour établir la circulation. Toutefois, les vendeurs restent insatisfaits malgré le passage des premiers responsables de la commune urbaine d'Antananarive. La gestion des vendeurs ambulants demeure un dossier sensible pour la CUA, ces derniers refusant toujours d'être délogés de leur emplacement. Un conducteur de taxi-moto a été mortellement agressé lundi en fin d'après-midi à Manambir, commune rurale d'Apunj, dans le district de Vohemar. D'après les informations, la victime avait pour habitude de laver sa moto après le travail. C'est au moment où il effectuait cette tâche qu'il a été violemment attaqué. Le malfaiteur s'est emparé de la moto de la victime, ce qui a facilité son identification et son arrestation. En tentant de fuir, il s'est heurté à un barrage de police, ce qui a conduit à une confrontation avant son interpellation. Le suspect a ensuite été conduit au commissariat de Vohemar pour les besoins de l'enquête. Toutefois, toujours selon le maire, des individus ont commencé à rôder autour du commissariat. Les autorités ont alors décidé de transférer le suspect à Sambave pour poursuivre les investigations. Mais hier, une foule de plus en plus nombreuse s'est rassemblée devant le commissariat à la recherche de l'homme accusé du meurtre. C'est à ce moment-là que la situation a dégénéré, après que la population a appris son transfert. La colère populaire a conduit à l'incendie du commissariat. Par ailleurs, la résidence du commissaire a également été brûlée par les habitants. Selon les vidéos circulant sur les réseaux sociaux, le commissaire adjoint de Vohemar aurait aussi été pris à partie par la foule. D'après le maire de Vohemar, aucune arme n'a été volée durant ces troubles. Toutefois, un fusil MAS-36 a été détruit par les flammes. Une opération en tenue civile a été menée à Ankasn et à Ndutapenak le lundi 13 avril par la police du SAG, permettant d'interpeller ce bandit qui terrorisait la population suite à des plaintes relayées sur Facebook. Les forces de l'ordre l'ont surpris en flagrant délit alors qu'il extorquait de l'argent et menaçait les habitants. Au moment de son arrestation, le suspect a sorti une arme à feu. Les policiers du SAG ont alors riposté en état de légitime défense, tirant les premiers. Le malfaiteur a succombé à ses graves blessures. Lors de la fouille, un pistolet déjà utilisé a été retrouvé en sa possession, contenant encore 2 balles. La police appelle une fois de plus la population à ne pas hésiter à dénoncer et à fournir des informations concernant les criminels afin de permettre une intervention rapide. Deux fillettes âgées de 14 et 9 ans ont perdu la vie dans cette maison située à Ndutapenak ce matin. Elles auraient été asphyxiées par des émanations issues d'un feu de charbon de bois. Le drame a surpris tout le voisinage. Comme chaque matin, les proches ont tenté de les réveiller, mais n'ayant obtenu aucune réponse, les voisins ont décidé de forcer la porte du logement vers 7 heures. Les victimes sont originaires de Mahatsins, dans la commune de Mianjariv, district de Faratsiou. Elles étaient venues à Antananarive pour des vacances, à l'approche des fêtes de Pâques. Les habitants ont alerté la police ainsi que la BMH. Ce dernier a emporté le corps pour examen. Selon les informations communiquées par la présidence du régime de la refondation, le couple présidentiel aurait été visé par 2 tentatives d'assassinat en l'espace de 48 heures. La première aurait eu lieu dans la nuit du dimanche 12 avril, suivie d'une seconde dans la nuit du mardi 14 avril 2026. Il a été indiqué que 5 drones thermiques auraient survolé les environs de la résidence du PRRM. 2 autres étaient abattus, tandis que 3 autres auraient réussi à s'échapper.
Les autorités affirment que c'est grâce à l'utilisation de technologies de pointe pour la sécurité du PRRM que ces drones ont pu être détectés à temps. Cependant, de nombreux observateurs ont accueilli cette information avec scepticisme, voire moquerie. Certains estiment qu'il s'agirait d'une stratégie anticipée visant à freiner les mouvements des jeunes de la génération Z prévus ce samedi. D'autres s'interrogent, s'agirait-il réellement de drones ou d'une drôle d'histoire ? Après vérification sur Internet, un drone thermique est généralement utilisé pour détecter des sources de chaleur, notamment incendie, feu de brousse, présence d'êtres vivants, et non comme une arme capable de tuer ou de blesser. En revanche, ce sont les drones dits kamikazes qui sont utilisés à des fins militaires. Ainsi, l'annonce de 5 drones thermiques survolant la résidence du PRRM dans l'intention présumée d'attenter à sa vie paraît surprenante pour de nombreux observateurs et ne convainc pas quant à sa véracité. Certains y voient une mise en scène donnant l'impression que la gestion du pays tourne au spectacle. Depuis le début de ce régime de refondation, plusieurs annonces ont été faites sans suite concrète. Par exemple, des saisies supposées d'armes puissantes ont été évoquées, alors que les images diffusées montraient seulement des fusils à pompe et des pistolets, des armes qui ne peuvent même pas rivaliser avec des modèles plus anciens comme le MAS-36 ou l'AK-47. Aujourd'hui, l'affaire des drones thermiques relance les polémiques, tandis que nombreux problèmes sociaux restent non résolus. La solution des sinistrés à Thomas, la sécheresse dans le sud du pays, les difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité, les problèmes des agriculteurs de riz et de vanille, ainsi que les revendications des jeunes de la génération Z. Malgré cela, 5 hauts responsables dirigent actuellement le pays sans apporter de réponse concrète à ces urgences, alors que des solutions rapides sont attendues. Parmi les informations largement relayées dans les médias figurent les déclarations du directeur de la communication de la présidence du régime de la refondation, affirmant qu'une tentative d'assassinat visant le couple présidentiel aurait eu lieu dans la nuit du 14 avril. De nombreux internautes ont également réagi à cette annonce sur les réseaux sociaux. Cependant, moins de 24 heures après cette déclaration officielle, le responsable du compte Facebook Sampatsky Malagas a apporté des précisions concernant les 5 drones en question. Il a démenti les affirmations du régime selon lesquelles ces drones auraient été utilisés dans une tentative d'assassinat contre le PRRM. S'agit-il d'un dysfonctionnement dans la gestion de la communication au sein du régime de la refondation, ou bien l'information fournie par le responsable du compte Sampatsky Malagas est-elle également erronée, ce qui expliquerait ces versions contradictoires? Profitant de l'absence de son employeur, parti s'occuper de sa mère malade, une domestique employée au sein d'une famille à Tiadan a commis un vol au domicile de celui-ci. Une somme de 900 € était conservée dans la maison, mais à son retour, le propriétaire a constaté sa disparition. Pourtant, seule la domestique se trouvait sur les lieux. Après enquête, la domestique a reconnu les faits. Elle a avoué avoir volé l'argent en 2 temps. La première fois, elle a dérobé 100 € qu'elle a remis à son mari, déjà converti en arrière. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Le couple s'est ensuite concerté pour s'emparer des 800 € restants. Cette seconde somme n'avait pas encore été échangée lorsque le mari a été arrêté par les forces de l'ordre, permettant de récupérer l'intégralité de l'argent volé. Il a également été révélé que des pertes d'argent de plusieurs millions d'ariars avaient déjà été constatées auparavant. Cependant, le propriétaire n'a pas soupçonné sa domestique et pensait plutôt à un cambriolage commis par des individus venus de l'extérieur. Le couple a été présenté au parquet et placé en détention provisoire en attendant leur procès. 65 jours après le passage du cyclone Gézani qui a ravagé la capitale économique de Madagascar, de nombreux quartiers ne bénéficient toujours pas d'électricité. Hier, le grand hôtel Melville situé à Mangarif-Chatomasn a carrément lancé un appel au secours. Les activités sont perturbées à cause du non-rétablissement de l'alimentation électrique. Cela fait plus de 2 mois que cet hôtel fonctionne avec un groupe, donc obligé de se fournir en carburant selon leurs plaintes. L'inexistence d'électricité jusqu'à présent à Thomasn a de nombreux impacts sur les activités en général, mais surtout sur la vie de la population. Hier soir, les habitants du Fouktan Mangaran 2, parcelle 1147, l'un des Fouktan qui ne bénéficie toujours pas d'électricité jusqu'à maintenant, sont descendus dans la rue et ont brûlé des pneus pour montrer leur colère. Antony matonga grevinay zao jironay tsy mirehitra efa very zoro
Angarabe mandeha arzari amni jirama ko mivolgna amnewe mila magnefa mga cotisation ni linda ko to kakazo amne angatiny ang tsy tonga na camion yi zay matonga zay mi grève zay tsisy jiro no lef mandeha 2 mois ni ne tsy mety mandeha. Les habitants interpellent les responsables car outre le non-rétablissement de l'électricité, l'absence d'information ou de communication concernant les travaux de réhabilitation et la date de retour de leur électricité est aussi à l'origine de leur désarroi. Les barrages routiers refont leur apparition sur les routes nationales. Parmi les faits marquants qui ont suscité l'inquiétude des transporteurs figure l'incident sur la route nationale 4, survenu avant la fête de Pâques, où un chauffeur de taxi-brousse a été tué lors d'une attaque des coupeurs de route. Des mesures spécifiques ont été mises en place depuis la semaine dernière, explique Fidra 900, responsable de la gare Makita d'Outapenak. L'insécurité ne concerne pas uniquement la route nationale 4. La route nationale 2 a également été touchée par des incidents similaires. Les responsables de la gare Makita d'Outapenak appellent les usagers de la route à rester vigilants, même après la période des fêtes. À noter que le nombre de voyageurs à destination des régions a augmenté de 30% durant les fêtes de Pâques. Alors qu'auparavant, le trajet entre Antananarivo et Mourndave durait 18 heures. La dégradation des routes a fait grimper ce temps jusqu'à 24 heures actuellement. Les tronçons entre Ankaramen et Dablave jusqu'à Mianjvaz sont les plus endommagés. Outre la route nationale numéro 34, la route nationale numéro 7 est également en mauvais état, malgré des travaux en cours à certains endroits. Le trajet Antananarivo-Fianarantsoa prend désormais 12 heures, contre moins de 2 heures auparavant. Les actes de vol sur les routes aggravent encore la situation, favorisée par le mauvais état des voies. Les coopératives sont contraintes de remplacer les marchandises volées par les bandits sur la route, ce qui entraîne des pertes pour les opérateurs de transport. Les dépenses en carburant augmentent également, selon ces acteurs. Par ailleurs, une hausse des frais de transport serait envisagée si aucune réhabilitation des routes n'est effectuée, selon toujours ces acteurs du secteur. Pour cette coopérative, depuis la dégradation des routes, la mise en place d'un second chauffeur est une pratique instaurée. Teknika de monotage anakroa nitatsika ndraya de boa ndraya kusea monotage sulufuya palpation sommaire de sécurité. Outre les épreuves physiques et psychologiques auxquelles ils ont été soumis, la formation des 95 policiers s'est axée sur des techniques spécifiques d'intervention d'urgence, notamment les gestes et techniques policières d'intervention. Ces agents, formés au sein de l'unité spécialisée de la police nationale, promotion 2026, ont suivi leur formation depuis le 6 mars 2026 jusqu'à la fin du week-end dernier. Sur les 245 policiers ayant intégré cette formation, seuls 95% ont réussi à aller jusqu'au bout et à remplir les critères requis pour intégrer ces unités spécialisées. Ils viendront renforcer les unités spéciales dans la lutte contre l'insécurité et contribuer à la professionnalisation de la police nationale. Les policiers ayant terminé cette formation ont reçu leur brevet ainsi que leurs insignes distinctifs au camp Azaf Ndjasaga Bertin, selon les informations. Afin de les encourager, les formateurs ont également reçu des distinctions de la part de la direction de la recherche et de la formation continue. L'USPN regroupe notamment l'USI, connu sous le nom de Sacamenti, ainsi que le SAG et l'UIR, des unités chargées des interventions sensibles au sein de la police nationale.